Bonjour à tous. Alors, j'ai fait une seconde vidéo pour rebondir justement par rapport à la première. Sur les origines, la multiplicité des origines du caressator et du tarot de Marseille. La question qui se pose, c'est de savoir si le tarot aurait un auteur unique ou serait le fruit d'une œuvre collective. Le postulat que j'ai entendu régulièrement est le fait que la structure qui apparaît achevée dès l'origine, qui est impossible à améliorer, le fait que les figures soient également fixées une fois pour toutes, tend à laisser penser que l'hypothèse d'un auteur unique est la plus plausible. Bon, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Par rapport à la perception de superposition de multiples tranches, l'âme, comme on appelle dans le tarot, hein, la carte, on appelle ça une lame. On appelle ça une arcane aussi dans le sens de l'archétype, mais l'âme, une lame comme un couteau, comme un poignard. Et on pourrait entendre aussi l'âme, âme, l'âme. Donc voilà, entendez-y ce que vous voulez. Mais en tout cas, cette superposition de tranches, aussi l'histoire que moi je ressens directement avec le tarot, j'ai donc pour ma part un autre regard sur la question. Il apparaît moi d'emblée que c'est forcément collectif. Donc j'en ai pas vraiment de preuves, si on peut dire, mais en gros, de façon empirique, on peut déduire cela. C'est-à-dire que ce qui est complexe, c'est que c'est individuel lorsqu'on produit quelque chose, et en même temps, par intrication, si on peut dire, collective. Je pense vraiment qu'on n'invente rien et qu'on est un mélange d'influences. Donc on est forcément sur une pensée collective, donc c'est un travail collectif, c'est toujours un groupe qui se cache derrière une personne, comme on va dire Pythagore, c'est l'école pythagoricienne. Il a appris des choses avant d'autres personnes, c'est pas tombé comme ça sur lui. Voilà, donc c'est dans ce sens-là où c'est à chaque fois une lecture collective. On ne sait pas vraiment pourquoi on a ces informations en regardant ce type d'image. Hein. Ça le fait pour beaucoup de personnes quand ils regardent des mandalas. Ils ont des ressentis, des pensées tout à fait étonnantes. Donc, je pense que de la même façon, voir les choses sous un autre angle, dans le sens anomal, c'est-à-dire anomalie, me permet de commenter ceci. Là, il s'agit du reportage sur les pyramides, vous savez, la révélation. Là, c'est un reportage qui a fait énormément de débats. Il y a beaucoup d'opposants, de part, encore une fois, des allégations comme ça sans forcément de preuves. Il n'y a pas de preuves, c'est comment les gens ressentent la chose. C'est difficile de dire, tiens, moi je pense que les ancêtres, ils ont fait ça, pour ça, j'ai ressenti comme ci, comme ça. Voilà, on attend quelque chose de plus valide. Moi, je suis sûre que ça se trouve, donc on finira par le trouver. Ce que je veux dire, c'est que là, par exemple, sur ce reportage, il y a pas mal de spécialistes qui ont remis en cause le fait que, par exemple, les Égyptiens avaient pu utiliser des rapports tels que pi ou phi dans leur construction pyramidale, en disant qu'on pourrait trouver le même genre de rapport dans des objets du quotidien, tels qu'un tabouret, par exemple. Bon, déjà, le fait de rappeler qu'en toute chose, on peut trouver ce genre de rapport laisse penser que, de façon admissible, des nombres transcendantaux se trouvent partout et que nos anciens s'en soient rendus compte et aient voulu le reproduire dans l'architecture, moi, me paraît pas impossible. Également, le choix du tabouret comme exemple, c'est encore plus surprenant. Je trouve qu'il valide par le symbolisme du tabouret en lui-même toute la pensée collective qu'il y a dans ce choix. Et du coup, qui va à l'encontre totale de l'argumentateur, quoi, enfin de l'argumentation du locuteur, qui était en plein questionnement finalement, à vouloir nous asséner une vérité. Il nous montrait cette faille, cette réflexion qu'il avait lui aussi. Donc moi, mon projet, ma projection, si on peut dire, c'est l'insaisissable et l'indéfinissable. Je me suis demandé qu'avons-nous en commun si ce n'est l'unicité. Chaque être est unique, ça semble évident à l'aide de la science actuelle du monde. Nous avons tous en commun le fait d'être unique. Donc l'unicité que l'on nomme tant de fois sans la comprendre
prendre en compte que nos différences, que notre différence est notre point commun. Je sais qu'à cet instant, il y a un petit bug dans le cerveau qui se fait chez tous, hein. C'est la vision dualiste, hein, la vision qui est clivée, là qui est à l'œuvre. Donc ce qu'il faut se dire, je sais pas c'est ce qu'il faut se dire, mais on peut se dire que les deux versions sont vraies. Et c'est vrai que la société actuelle favorise un type de façon de voir, un type de construction de la vision. Ainsi, la division, la compétition et l'affrontement favorisent le clivage de la pensée. Donc la vie passe en noir et blanc, mais on cherche tous la lumière, hein. Donc revenons à nos moutons, hein. Sans les compter, il ne faudrait pas s'endormir. Donc l'unicité serait donc à la fois séparante et uniformisante. C'est une vision différence et une vision comme une d'une cité unie sous sa différence. C'est un peu particulier, mais d'un point de vue philosophique, ça se tient. Donc en ayant une réflexion telle, on comprend que rien n'est séparé strictement. Les deux parties existent indépendamment, mais existent également en interdépendance. Cela fait naître une vision ternaire des événements pensés. Donc on en avait parlé hein, dans la première vidéo, c'est vraiment une idée qu'il faut doucement penser. Voilà, il faut la penser doucement. Elle est longue à mettre en place et elle peut être perturbante parce que voilà, elle est différente du chemin qu'on a l'habitude de prendre. Donc il faut y aller tranquille, il ne faut pas trop marquer son esprit, il ne faut pas trop le fatiguer, il faut y aller doucement, il faut du temps. Donc on le voit bien dans la matière pour deux personnes qui ont un enfant. De 2 on passe à 3, sachant que 3 est un peu des deux sans naître que cela. Donc comprendre que le 2 n'existe pas sans le 1 et que le 1 n'est pas nommable sans le 2, c'est facile à comprendre pour la procréation mâle-femelle car la matière nous force à l'expérience chaque jour, bien qu'il y ait beaucoup de cas de parthénogenèse dans la nature et qu'une espèce peut se développer sans différencier ses membres par une colonie sexuée mâle-femelle. C'est pas du tout une constante. Dans tous les cas, en fait, peu importe que ce soit sexué ou non, le principe de 1-2, la question du chiffre qui correspond à cette mesure, se pose, hein. Donc, avant de se lancer dans l'esprit des chiffres et des nombres, je dois d'abord vous dire que le paradoxe qui anime la vie, voilà, on a mis plus d'un, comment on peut dire, en mal, hein, des religieux, des philosophes, des théologiens. Et moi, je partage totalement les travaux de Jung. C'est pourquoi la parenthèse qui va arriver ci-dessous. Donc c'est un peu long, mais c'est vraiment nécessaire. Du coup, pour expliquer comment on peut avoir ce genre de vision, hein, pourquoi on peut prendre en compte des choses qui peuvent paraître pas sérieuses a priori, pour en tout cas une norme. Donc un résumé de sa vision en tant que praticien, cela est très important à se rappeler pour nous aider à comprendre les messages laissés par nos ancêtres qui n'avaient pas cette vision si opposée. Donc moi ça va dans mon postulat. Donc je suis obligée de par l'expérience que j'ai eue avec la rencontre de ce carré, Sator, avec ma pratique du tarot et mes études en psychologie, de postuler une conscience collective. Il y a d'autres noms pour ce concept, mais c'est la même idée, beaucoup ont réfléchi à ça. Donc au regard de ma vie d'enfant également, ça joue sur mon postulat. C'est pourquoi, comme Jung, dans le livre Ma vie, il était urgent de trouver dans les témoignages des civilisations passées des traces et des stratifications venant apporter la confirmation de l'hypothèse d'un inconscient collectif et du processus d'individuation n'était pas dénué de tout fondement objectif. Donc comme lui, j'ai dû passer par la découverte de l'alchimie, bien que je suis encore forcément en travail. Je suis par nature sceptique, vraiment, et rationnelle. C'est pourquoi l'auditeur de la sorte trouvera une notion de justesse ici-bas, du moins, je crois, dans ce chemin, dans cette tentative. Où je rejoins Jung, c'est l'idée qu'on s'est voué à une psychologie compartimentée, dans laquelle le territoire de droite ignore ce qu'il peut y avoir dans celui de gauche. Comme lui, je n'impute pas seulement cet état de choses à l'inconscient ou à l'impuissance de l'individu,
Mais également, j'incrimine l'éducation mentale, la formation générale de l'âme de l'Européen. Donc, selon Jung, par exemple, dans le christianisme, nous assistons à une imitation du Christ comme objet extérieur et non comme un développement intérieur. L'adoration qui lui est portée en tant qu'objet extérieur empêche d'agir dans les profondeurs de l'âme. Le médiateur divin reste externe et l'homme reste fragmentaire. Il ne s'agit que d'imitation et l'exemple idéal, le sens, n'est pas approché. Donc voilà, moi je partage totalement cette idée. La conception erronée d'une imitation purement extérieure du Christ est favorisée par une différence d'attitude Orient-Occident. L'Occident a une tendance à situer l'exemple du Christ dans son aspect objectal et à le priver de son lien secret avec l'homme intérieur. Le royaume de Dieu serait donc traduit comme parmi vous au lieu de en vous. C'est ainsi que le Christ s'est chargé des péchés du monde et par là même les péchés de l'individu restent extérieurs. Ceci est en contradiction avec l'esprit du christianisme en vérité, puisqu'il s'agit de façon passive de rejeter ses propres péchés sur le Christ et d'échapper à ses responsabilités profondes. L'âme est vide. Donc voilà, moi je suis assez d'accord aussi avec cette proposition. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on le voit aussi dans les tests de psychologie avec la soumission. Donc finalement, en se soumettant à un pouvoir supérieur, on lui donne la responsabilité et on ne prend pas sa responsabilité. On le voit, la soumission au médecin, par exemple, on le voit dans les tests de psycho. On le voit aussi l'armée, voilà, tout ce qui est État. Donc on voit très bien cette attitude d'enfant qui est de finalement ne jamais être responsable, ne jamais se remettre en cause, parce qu'on a donné le pouvoir à quelqu'un de supérieur qui va faire pour nous, et dit supérieur, attention. Donc l'attitude orientale est opposée, elle est transcendantale, à l'intérieur. Nous voyons bien cette différence quand nous parlons de l'âme ou quand on parle de psyché, que nous disons qu'il existe des facteurs psychiques correspondant à des figures divines, nous sommes attaqués, accusés et dépréciés. Voilà, il n'y a rien à rajouter. De l'autre côté, une attitude dans laquelle la projection religieuse est exclusive et poussée à l'extrême peut dépouiller l'âme de ses valeurs et entraîne un état inconscient. La vie religieuse se fige en superficialité et en formalisme. On tombe dans l'illusion que la source de tous les maux réside à l'extérieur. L'âme est alors insignifiante, elle n'est ni capable de mal, ni capable de bien. Gros guillemets, mais dans l'idée, je suis bien d'accord. Donc tout archétype est susceptible d'un développement et d'une différenciation infinie. Il peut par conséquent être plus ou moins développé. Dans une religion où la forme extérieure prédomine, où tout l'accent est mis sur la figure extérieure, lorsque nous avons affaire par conséquent à une projection plus ou moins complète, l'archétype est alors identique aux représentations extérieures, mais reste inconscient comme facteur psychique. Quand un contenu inconscient est à ce point remplacé par une image projective, il est coupé de toute participation à la vie de la conscience et de toute influence sur cette dernière. De ce fait, il se trouve largement amputé de sa part de vie, étant empêché d'exercer son influence naturelle sur la formation de la conscience. Qui plus est, il demeure dans sa forme originelle, inchangée, car rien ne change dans l'inconscient. À partir d'un certain point, il présente même une tendance à régresser vers des niveaux plus profonds et plus archaïques. C'est pourquoi il peut fort bien se produire qu'un chrétien croyant à toutes les figures sacrées demeure sous-développé et inchangé au plus profond de son âme parce qu'il a tout Dieu dehors. J'adore cette expression, tout Dieu dehors, je la trouve très bien choisie, et qu'il ne le rencontre pas dans son âme. Ses motivations décisives, ses intérêts, ses impulsions déterminants ne proviennent en aucune façon de la sphère du christianisme, mais de la psyché inconsciente et sous-développée qui demeure ainsi païenne et archaïque que jamais. Non seulement la vie individuelle, mais aussi la somme des vies des individus d'un peuple prouve la vérité de cette affirmation. On ne peut pas dire qu'elle approuve, mais en tout cas, si on met des lunettes et si on regarde, on peut penser ça. Donc la civilisation chrétienne démontre un extérieur où tout est bien là. C'est vrai, en images, en mots, dans l'église, dans la Bible, quand on cherche, on voit que tout est là. Mais tout ça fait défaut au dedans. Trop peu d'êtres, ça c'est Jung qui le dit, moi je ne me permets pas de juger, ont vécu l'image divine comme la propriété la plus intime de leur âme.
Donc l'âme possède naturellement une fonction religieuse, tout dépend de ce que veut dire âme encore une fois, tout ça c'est que des classes. Nous pensons que la tâche principale de toute éducation soit de faire passer l'archétype de l'image divine, en tout cas de la saisir, de la comprendre qu'elle existe. On retrouve ce même dilemme chez les francs-maçons, ça je l'ai entendu de mes oreilles. Hein. Certaines loges demandent à l'adepte d'affirmer sa croyance pour l'intégrer, et d'autres sont adogmatiques et même choqués, on va dire, de cette requête. Donc il serait donc grand temps que l'on réalise qu'il ne sert à rien de faire l'éloge de la lumière et de la prêcher quand personne ne peut la voir. Beaucoup se détournent du sujet, voyant un concept abstrait, non accessible, comme devant un tableau sans sens, vous voyez, quand on se retrouve au musée et qu'on ne comprend pas le délire, hein, tout simplement. J'ai envie de dire, on pense que c'est l'art de l'onanisme. Voilà. Donc il serait bien plus nécessaire d'apprendre à l'homme l'art de voir, encore une fois c'est des mots, l'art de voir, car il est évident que beaucoup trop d'êtres sont incapables d'établir un quelconque rapport entre les figures sacrées et les contenus de leur propre psyché. Ils ne peuvent voir à quel point les images correspondantes sommeillent dans leur propre inconscient. Voilà, ça peut, comment dire, ça peut rendre fou. C'est un chemin qui peut rendre fou. Quand on parle de régression, par exemple, il y a certains génies, on en parlera plus tard, comme John Nash, parce que ça va aller avec le carré, hein, puisqu'il a travaillé sur le carré. Et donc sur le tort plat, c'est vraiment super important. Lui qui était vraiment un génie sans fin, euh, pour sa recherche sur le carré, il a régressé dans la schizophrénie. Il a voyagé dans la schizophrénie, il est revenu. Voilà, moi je suis assez d'accord avec cette difficulté et aussi cette comparaison régressive. Mais quel est donc le chemin de la faculté de voir ? Comment pourrait-on réaliser cela sans psychologie, sans établir de contact avec la psyché ? C'est vrai, si on ne rentre pas dans le sujet, si on n'étudie pas, même sans preuve, si on ne commence pas à chercher, on ne va rien trouver du tout. Nous avons dans ce domaine, comme dans la médecine globale, sectionné les tout en parties. Alors ça, voilà, c'est vraiment mon postulat. De plus en plus d'experts d'un détail et de moins en moins de conscience du tout. La psychanalyse, par exemple, ne pouvant être prouvée par expérimentation, sera dénigrée et discréditée. Et c'est vrai que c'est très difficile de prouver la psychanalyse. Ça s'appelle même plus psychanalyse, je crois que ça s'appelle psychodynamique, le vrai nom maintenant actuellement. Et on est plus sur des systèmes en fait. Hein. On travaille en système familial. Et justement, d'ailleurs, les psychos voient bien que le transgénérationnel existe. Enfin, ils le voient tout le temps, quoi. Hein. Donc, il faut bien essayer de trouver sur quoi, où ça se pose tout ça, par quoi ça passe. Donc, nous perdons à nouveau une richesse que nous avions autrefois. C'est clair que la psychologie clinique, par exemple en France, avec Janet, était vraiment très très importante. Donc, c'est une perte d'être toujours sur le détail. Nous sommes que des spécialistes et on a vraiment du mal à voir le dessin entier. Donc, pourtant, apparemment, vu la fractalité des choses, dans chaque petite chose, on pourrait retrouver l'ensemble. Mais je pense qu'on a du mal, du coup, à refaire ce puzzle, en fait. Certains prêtres, apparemment, ne font plus la messe en direction de l'Est. Pourquoi il en était ainsi autrefois ? J'espère très modestement aider par cette étude multisecteur, sans limite ni barrière, aider certains à avancer sur leur propre chemin, hein, tout simplement. C'est qu'une goutte d'eau dans la mer, je le sais bien, mais bon, la somme des gouttes d'eau sont la mer. La somme des gouttes d'eau sont la mer. La somme des gouttes d'eau est la mer. Tout est nombre. Telle était la devise de l'école pythagoricienne. Avec des cailloux, de nombreux résultats mathématiques furent énoncés. Donc on a bien pensé tout à l'heure, l'école pythagoricienne, ça ne représente pas que Pythagore. Avant Pythagore, ce qu'il a appris par d'autres personnes, et après Pythagore, ce qu'on continue à faire, ses disciples. Donc, effectivement, moi c'est ce que j'ai commencé, si on peut le dire, hein, à faire seul avec un papier et un crayon, c'est-à-dire un regard d'enfant. Je n'ai pas les connaissances à la base pour y aller de façon mathématique. D'ailleurs, ma technique de recherche personnelle a découlé directement de mon questionnement sur les chiffres. Ma réflexion était ma réponse. C'est bizarre, hein. J'ai d'abord pensé que 1 serait vu comme une entité en matière simple et abordable, un item.
Si je ne fais rien, j'étalonne le vide devant moi comme zéro. C'est simple, j'ai un caillou, j'ai deux cailloux, j'en enlève un, il m'en reste un, plus moi, ça marche, on l'a appris à l'école. Pourquoi une autre vue de cela? Car les autres vues existent aussi. Et par conséquent, elles influent sur l'ensemble. Que je m'en rende compte ou non. Hein. Le monde semble très bien organisé sur certaines règles, et peu importe nos croyances, nous y sommes tous régis. Et nous nous plions à la vie, hein, forcément. Donc ça, c'est par exemple quelque chose que les croyants disent aux non-croyants, aux athées, si on peut dire. Et c'est que peu importe que tu crois ou pas en Dieu, si c'est Dieu l'architecte du monde, forcément tu es régi à son ordre, que tu n'y crois ou que tu n'y crois pas. Ça ne changera pas la donne. Avant de continuer l'explication de cette expérience simple, je voudrais juste mentionner l'apport de la psychologie. Hein. Euh, Psychologie, philosophie, dans ce même thème. Tout le long, je mettrai en parallèle n'importe quelle discipline ayant la même hypothèse, sensation sur le sujet, si c'est pertinent bien sûr dans la tentative d'avoir une impression sensorielle de ce qui est visé. C'est pourquoi ce questionnement que je vous propose ne rentre dans aucune case et s'étend un peu partout. Donc il s'agit d'arpenter l'invisible. La psychologie de la forme, théorie de la gestale ou gestalisme. Et c'est une théorie proposée au début du XXe siècle selon laquelle les processus de la perception et de la représentation mentale traitent les phénomènes comme des formes globales plutôt que comme l'addition ou la juxtaposition d'éléments simples. Dans l'acte de perception, nous ne faisons pas que juxtaposer une foule de détails, mais nous percevons des formes globales qui rassemblent les éléments entre eux. Lorsqu'on se rappelle une mélodie, on se souvient d'une structure globale de musique et non d'une succession de notes, hein, prises isolément. L'idée de forme se retrouve aussi dans la phénoménologie fondée par Husserl, qui est l'étude de l'essence des choses. Bon, si tu fais de la psycho, tu vas y passer. Lorsqu'on regarde les étoiles, chacune d'elles est un stimulus visuel. Pourtant, on peut facilement les organiser en constellations, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, en ensembles formés de stimuli. Ainsi, l'image mentale que nous avons en tête est une forme et peut être évaluée par notre esprit en tant que telle, par exemple en la nommant la grande ours. Bon, je ne prends pas la grande ours pour rien. Hein. L'eau est autre chose que l'oxygène et de l'hydrogène. Une symphonie est autre chose qu'une succession de notes. Le tout est différent de la somme de ses parties. Ça, c'est vraiment le principe phare de la théorie de la gestale. La théorie souligne aussi qu'une partie dans un tout est autre chose que cette même partie isolée ou incluse dans un autre tout, puisqu'elle tire des propriétés particulières de sa place, la numérisation, et de sa fonction dans chacun d'entre eux, son organisation. Ainsi, un cri au cours d'un jeu est autre chose qu'un cri dans une rue déserte. Le postulat gestaliste est le suivant. Le monde, le processus perceptif et les processus neurophysiologiques sont structurés de la même façon, ils se ressemblent dans leur structure et dans leurs principes, avec une certaine façon d'observer, on dirait, sous un autre angle. La perception consiste en une distinction de la figure sur le fond, vous vous rappelez, la structure, le vide, le fond. Le tout est perçu avant les parties le formant, l'ensemble prime sur les éléments qui le composent. La structure des formes ne se fait pas au hasard, mais selon certaines lois dites naturelles et qui s'imposent au sujet lorsqu'il perçoit. Alors on a la loi de la bonne forme, la principale dont les autres découlent. Un ensemble de parties informes, comme des groupements aléatoires de points, tend à être perçu d'abord automatiquement comme une forme. Cette forme se veut simple, symétrique, stable, en somme une bonne forme. C'est comme ça qu'on dit. La loi de continuité, des points rapprochés tendent à représenter des formes lorsqu'ils sont perçus. Nous les percevons d'abord dans une continuité, comme des prolongements les uns par rapport aux autres. La loi de proximité, nous regroupons les points d'abord les plus proches les uns des autres. La loi de similitude, si la distance ne permet pas de regrouper les points, nous nous attacherons ensuite à repérer les points similaires entre eux pour percevoir une forme. La loi de familiarité, on perçoit les formes les plus familières et les plus significatives en premier lieu. En mécanique quantique, selon le principe de superposition, un même état quantique peut posséder plusieurs valeurs pour une certaine quantité observable. Spin, position, quantité de mouvement, etc. Si l'on s'intéresse par exemple à la position d'une particule, l'état de position doit être représenté comme une somme d'un nombre infini de vecteurs, chaque vecteur représentant une position précise dans l'espace. Le carré de la norme de chacun de ces vecteurs représente la probabilité de présence de la particule à une position donnée.
Cette combinaison linéaire est nommée état de superposition. Donc ça a l'air complexe, si tu as envie de chercher, tu cherches, mais au moins tu as les noms et le lien. Donc car la particule peut être vue comme étant simultanément avec des probabilités diverses en plusieurs endroits. L'état quantique n'a pas de sens physique avant l'opération de mesure. On l'avait vu sur la vidéo numéro 1. Seul l'état projeté après la mesure a un sens physique. La fonction d'onde n'est pas suffisante pour décrire totalement une particule. Il faut lui adjoindre une position. Cette position est cependant inconnue de l'expérimentateur et n'est révélée que lors d'une mesure. La position d'une particule est à chaque instant bien déterminée et ne peut en aucun cas être à plusieurs endroits en même temps. Cependant, cette position est pilotée par la fonction d'onde qui est, quant à elle, définie en plusieurs endroits de l'espace simultanément. Donc, comprends-le comme tu veux, aucune interprétation ne fait aujourd'hui consensus chez les physiciens. Voilà, c'est très paradoxal, mais c'est comme ça. Et comme beaucoup de choses que l'on voit, qu'ils le sont, et c'est comme ça. Donc, de la même façon que l'on retrouve l'intrication quantique dans l'art, le carré, pour moi, n'est pas un jeu de l'esprit. Je postule vraiment qu'on peut ressentir la superposition de pensée et de travail de chaque personne dessus, qu'on peut ressentir l'entièreté du travail avec ce qu'on a en nous-mêmes. Et on va essayer de le démontrer. On peut le voir avec le tarot de Marseille, on voit la puissance de cette superposition, de ce travail collectif, une espèce de voyage à travers le temps, cette espèce de vaisseau. Donc voilà, moi je pense que toutes ces disciplines ont un message commun, et je pense qu'avant on le voyait plus parce que les disciplines n'étaient pas scindées. Par exemple, il y avait des génies des maths qui réfléchissaient à l'astrologie, qui réfléchissaient à la philosophie, qui réfléchissaient à une sorte de psychologie. Rien n'était scindé autant, donc on pouvait relier les disciplines pour en avoir une totalité. On a ici le gros point 9 central avec les points 1, 2, 3. Ici avec le Sator, ici avec les points 4, ici les points 5, là avec les points 6, et là avec les points 7, 8 qui sont au même endroit, on le voit ici en rapproché, et les nouveaux points 9 et les nouveaux points 1 qui entourent. Là on voit les mensurations avec les cartes du tarot du coup. On voit au centre 9 la clé de la papesse en 2, voilà, qu'on voit ici en fait derrière. Et ensuite 5 cercles donc, qui partent de la base. L'horloge 6 places, on voit donc qu'elle est fermée à 24, c'est pour ça 25 exactement. Et là on continue jusqu'à la base 60. Et on va tout reprendre en plus grand pour bien voir. Ici, le point 0 ou 9 central. Ici, les points 1 et les points 2. Ici, les points 1, 2, 3. Ici, on rajoute les points 4. Ici, les points 5. Ici, les points 6 qui ferment les angles. Et les points 7 et 8 qui tombent au même endroit. Ensuite, les 9 extérieurs, donc le même qu'en centrale, les œufs. Et ici, les points 9 qui vont servir pour les octogones externes. Le carré Sator qui est déjà construit mais qu'on note maintenant, plus son extérieur qui reproduit le même dessin que le carré. Là, on ferme le grand octogone avec les points 9. Là, on rajoute la suite des points des octogones externes. On continue, on voit 2 octogones autour du premier. Et là, on commence à tracer chacun des octogones. Donc, il y en a 2. Là, il y en a 3. Voilà, on va tourner tout autour du central pour former un grand. Voilà, là, on en fait un 4e. Et là, on les a tous. Voilà, ce qui fait un grand octogone.
Là, on commence à tracer l'hexagone pour faire le métatron. Voilà, là, il est tracé, on le voit bien au milieu, il tombe nickel. Là, on trace les triangles intérieurs. Et ensuite, on va relier chaque point aux autres pour former le métatron, donc sans compas, sans mesure également, juste avec la base des octogones et du sator. Voilà, là, il se complexifie. On voit apparaître les cubes aussi en volume. On voit apparaître 2 cubes. C'est pour ça qu'on dit cube de métatron d'ailleurs. D'ailleurs, un hexagone, c'est un cube à plat. Là, on voit l'ensemble du dessin. Et voilà, là, je crois qu'on est en version finale. Voilà, et là, on le voit parfaitement de près. Je précise ici que j'ai fait un seul métatron. D'habitude, j'en fais 2. Enfin, j'en ai fait qu'un seul. Vous voyez, il y en a bien 2, un petit à l'intérieur du grand. Mais d'habitude, je double le petit en lui-même et je double le grand également. Je le double pour avoir les 12 cercles à l'extérieur comme une horloge pour qu'on se soit très visible. Mais on a déjà la leçon ici. La leçon du centre 13. Et là, on voit bien qu'on a 6 sommets et 6 sommets. On a 12. Si on compte le centre, ça fait 13. C'est un peu comme si on avait fait que l'intérieur du sator, le rep. Voilà, la petite partie intérieure, c'est l'œuf en 13. Techniquement, ça suffit puisque c'est la base où il y a tout dedans. Je marque souvent le deuxième, donc métatron, pour faire la même leçon que le carré, c'est-à-dire produire le contour, sator rota, qui va montrer une alternance entre l'intérieur et l'extérieur, entre le début et la fin. Rappelle-toi d'une chose, c'est que 12, c'est 2 plus 1, donc 3, et que 13, c'est 3 plus 1, donc 4. Donc en vérité, on est entre 3 et 4. C'est pour ça que la voie magique d'Harry Potter s'appelle la voie 9 3/4.